Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans iWeek, il est 20h, vous êtes bien sur Watch et on se retrouve comme toutes les semaines pour discuter ensemble de cette actu de l'écosystème Apple. Et je ne suis pas tout seul, puisque nous sommes 4 ce soir, 4 visages familiers forcément que vous connaissez, et je vais vous les représenter tout de suite. Il est en studio avec moi et je suis très content de l'accueillir à nouveau. C'est Jean-Christophe Wing. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, bonsoir à tous, ravi d'être là. Et comment vas-tu Jean-Christophe? Je vais très bien, la semaine a été riche. Tu as dormi ici depuis la semaine dernière? Écoute, non, mais j'ai retrouvé le chemin. Ben, je vois ça. On avait l'habitude de te retrouver en duplex de San Francisco. On profite de ton séjour à Paris en ce moment pour que tu fasses 2 passages successifs dans le studio de Watch, puisque tu étais là déjà la semaine dernière pour la keynote. On va saluer nos 2 amis qui sont en duplex. On va commencer par partir du côté de Pau et retrouver Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh, ça va très bien, ravi de te retrouver dans iWeek. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Ouais, tes yeux brillent depuis la semaine dernière. Hein. Oui, on a des choses à dire. Ah, ça tombe bien. Jean-Christophe est là, ça tombe bien. Ça tombe bien, on a un programme chargé ce soir dans iWeek. Et puis, le 4e joyeux luron de la bande ce soir, c'est François Le Truédic. Salut François. Oh, on t'entend pas, t'as dû couper ton micro. Ah là là, hey, le gage est pour toi ce soir. Voilà, bien joué. On va instaurer un truc. Hein. Le Mystigay. Alors, fais-nous entendre ta voix, François. Bonsoir à tous, voilà, je l'avais pas fait encore, mais il fallait bien attendre que ça arrive un jour. Bonsoir à tous. Il faut qu'on trouve un gage. Jean-Christophe, tu as gagné plusieurs fois ce concours. Hein. C'est ce que j'allais dire, François, c'est un rite initiatique. Donc ne t'inquiète pas, tu es des nôtres maintenant. Voilà, exactement. Bonsoir aussi à vous qui nous regardez, qui êtes avec nous sur Facebook Live et sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Bonsoir à Stoff Mac qui est au rendez-vous. On va saluer Mash to Hatch, toujours un peu de mal, mais vous êtes là. On va saluer Derder Motus, Shinji et tous ceux qui sont en train de se connecter, puisqu'on est en direct, vous le savez, et c'est pour échanger, pour interagir avec vous. Alors envoyez-nous, dites-nous bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Dites-nous où vous êtes, par exemple, qu'on vous situe un peu géographiquement, et puis dites-nous quel sujet vous occupe, vous intéresse, vous concerne. En ce milieu de semaine, on va saluer aussi Laurent Fontalba qui vient d'arriver, l'un des fidèles de l'émission. Un programme chargé ce soir. On va dire qu'il y a 2 grands sujets, et Jean-Christophe, tu ne me démentiras pas. Il y a évidemment la keynote, c'était il y a 8 jours. Ouais. On a l'impression, enfin moi en tout cas j'ai l'impression, je ne sais pas quel est votre avis, que c'était déjà il y a très très longtemps. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi ? Oui, elle était extrêmement riche. Ouais. On a l'impression d'avoir eu 2 voire 3 keynotes en une. Ouais. Et effectivement, il faut trier tout ça. Il faut patienter. On n'a pas l'habitude de faire ça. Les dates ont été un peu chamboulées dans les 2 sens pour les différents produits. Un iPhone 10 qu'on va attendre très longtemps. Un iPhone 8 qui arrivera plus vite que prévu. Ouais. Enfin voilà, c'est étonnant. Voilà. Et puis l'autre grand sujet, évidemment, ce sont ces mises à jour qui sont arrivées comme prévu hier. iOS 11, tvOS, watchOS. En attendant High Sierra, la nouvelle version de macOS, qui est prévue pour dans 5 jours, le 25 septembre. On aimerait d'abord savoir si vous avez sauté le pas, si vous avez des soucis, si vous êtes satisfait, heureusement impressionné ou déçu peut-être par ces mises à jour. La plus importante, c'est évidemment iOS 11. On en parle comme d'un très grand pas sur iPhone et d'une vraie révolution sur iPad. Oui. Jean-Christophe, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu es utilisateur d'iPad Pro et tu l'attendais avec beaucoup d'impatience. Et puis, évidemment, vous le savez, on instaure en cette rentrée, on va dire, des chroniques qui sont propres à chacun des participants. Donc, ça va changer chaque semaine en fonction de de ceux qui seront là. Vous savez qu'on est davantage. Hein, et je pense à Élie, je pense à Guillaume, je pense à Fred, je pense à Victor, je pense à Eddie, je pense à Teddy peut-être, même s'il va sans doute se faire rare. Voilà, chacun a son bâton de pèlerin et reviendra dans l'émission avec sa chronique. Peut-être qu'on va justement commencer par toi, Jean-Christophe.
puisqu'on veut revenir, puisqu'on est encore dans la traînée de la keynote, toi, tu as suivi, on va dire, la manière dont la keynote a été perçue, notamment en ce qui concerne l'Apple Watch. Tout à fait. Et il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ceux qui nous regardaient la semaine dernière ou qui ont vu le podcast se souviennent sans doute de mon excitation, de mon enthousiasme face à l'Apple Watch. J'ai toujours une série 0 au poignet. Je n'ai pas sauté le pas l'an dernier, donc j'étais ravi de voir cette nouvelle version. Et surtout, comme vous le savez, je voyage énormément, je bouge beaucoup, et la perspective d'avoir enfin une Apple Watch autonome me séduisait. Sauf que, tu parles à l'imparfait. Sauf que dans les faits, on en est très très loin. Pour plusieurs raisons. Alors je comprends les compromis qu'a dû faire Apple, mais à l'arrivée, je n'ai pas acheté cette montre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tu nous as envoyé une série de liens qu'on va pouvoir regarder pendant que tu nous expliques. Le problème, c'est qu'il y a pour l'instant, il y a un bug qu'Apple a déjà reconnu. Voilà, c'est-à-dire que moi, toutes les critiques que je faisais datent de la veille. J'ai préparé ça hier soir. Donc c'était avant ce bug monstrueux dont tous les testeurs se sont fait l'écho, ce qui est un vrai problème parce que Apple a privilégié l'Apple Watch LTE dans les tests. Et évidemment, c'est la vraie nouveauté. C'est ce qu'ont voulu tester les journalistes, mais on parle de journaux comme le Wall Street Journal, comme The Verge, qui est un des sites les plus lus. C'est du sérieux, c'est du très lourd. L'action a baissé d'ailleurs il y a quelques heures en raison de ces tests négatifs, parce que plusieurs de ces tests se terminent en disant « En l'état, je ne peux pas recommander l'Apple Watch, voire je ne l'achèterai pas ». Donc on a un vrai problème. C'est juste catastrophique pour Apple. C'est un lancement, en tout cas, Apple corrigera sans doute le tir, mais c'est un lancement catastrophique pour demain, oui. Alors on peut peut-être quand même préciser de quoi il s'agit. C'est un bug qui ne concerne que le modèle cellulaire de l'Apple Watch 3. Alors ça ne concerne que le modèle cellulaire, mais qui est évidemment le plus excitant, puisque c'est la vraie nouveauté d'avoir une montre soi-disant autonome. Et en fait, c'est un problème tout simple que vous avez déjà dû vivre avec votre iPhone, qui est que l'iPhone est conçu pour attraper les réseaux Wi-Fi quand ils sont ouverts, pour vous faire, en théorie, économiser de la 4G. On aura l'occasion de revenir sur la politique d'Apple, qui est, aux États-Unis, la 4G illimitée ou la 4G avec une grosse dotation est beaucoup moins répandue n'existe pas vraiment, que chez nous en Europe. Donc les forfaits sont beaucoup plus bas et beaucoup plus chers. Plus chers. Donc Apple pense que l'utilisateur veut privilégier le Wi-Fi. Ce qui est logique. Ce qui est logique en théorie. En pratique, l'Apple Watch n'est pas conçu pour se connecter à tous ces réseaux, vous savez, au McDo, Starbucks, tous les réseaux où vous devez vous authentifier en vous connectant sur une page web. Évidemment, on comprend que se connecter sur une page web avec une Apple Watch, ça ne serait pas très pratique, c'est évidemment impossible. Et donc l'Apple Watch se connecte en Wi-Fi, n'arrive pas à attraper le Wi-Fi puisqu'elle ne peut pas se connecter en s'authentifiant sur la page web, sans mot de passe, n'attrape pas le LTE, puisqu'elle pense être en Wi-Fi, et donc ne se connecte pas. Ah, il y a une réaction là parmi vous ? Non, c'est le problème de l'iPhone également quand il attrape un réseau Wi-Fi qu'il pense être habituel, si on ne fait pas attention, on est déconnecté. Effectivement, oui. C'est un problème connu d'Apple, par exemple, si vous êtes utilisateur d'Apple TV. Moi, j'ai toujours une Apple TV dans ma valise à l'hôtel. Et l'Apple TV n'a pas de navigateur web. Donc quand vous essayez de vous connecter dans votre chambre, vous ne pouvez pas. Il faut appeler Je vous donne le truc parce que j'ai mis longtemps à le trouver. Il faut appeler le service informatique de l'hôtel pour leur demander d'autoriser l'Apple TV. Justement voilà. Et Apple a toujours refusé d'intégrer le fait que de nombreux réseaux Wi-Fi ouverts ont cette intercalaire, cette page web de connexion. Donc c'est un problème. Alors, on va quand même dire que Apple donc, a officiellement reconnu qu'il y avait un souci, mais c'est aussi engagé à le corriger le plus vite possible par une mise à jour. Voilà. Mais ça ne répond pas au problème que j'ai découvert cette semaine. Donc le bug dont on parle aujourd'hui est un bug
qui arrivera aux possesseurs d'Apple Watch, même s'ils sont dans le bon pays, sur le bon opérateur, et qu'ils sont prêts à payer un coût mensuel supplémentaire. Donc si tout se passe bien, le problème d'aujourd'hui peut arriver. Maintenant, on peut se poser la question dans tous les autres cas, qui sont, contrairement à ce que je disais la semaine dernière, et on a eu une discussion avec Gilles, et je dois faire amende honorable, l'Apple Watch est bel et bien exclusive Orange pour au moins 6 mois. Les autres opérateurs n'ont même pas communiqué sur le sujet. Ouais. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas... 6 mois 6 mois au moins. 6 mois au moins de ce que disent certains articles. Mais Orange n'a pas communiqué évidemment sur la durée de son exclusivité, et les autres opérateurs, pour l'instant, ne disent rien. L'opérateur canadien le plus important, qui est Rogers, dit qu'il étudie la possibilité d'accueillir l'Apple Watch. Point. Premier point. Donc aujourd'hui, si vous êtes abonné d'un opérateur qui n'est pas autorisé dans votre pays, ça ne sert à rien de payer plus cher l'Apple Watch. Ouais, alors, quand même, on parle de prix, mais il y a aussi une rumeur autour d'une utilisation possible sans surcoût en France, chez Orange et chez Soch. Alors, bravo. En fait, la montre va utiliser votre quota de données. Donc quand on dit sans surcoût, ça dépend aussi de la taille de votre forfait, de la taille de vos données. Ensuite, l'utilisation de la puce électronique, on appelle eSIM, de la montre, est soumise à un abonnement, en général entre 5 et 10 euros ou dollars suivant l'opérateur, et Orange donne 3 mois gratuits sur cet abonnement-là. Donc pendant 3 mois, vous ne paierez pas les 5 euros. Après, vous devrez payer 5 euros supplémentaires pour utiliser votre Apple Watch sur le réseau Orange. Et il faut savoir que votre Apple Watch utilise une partie de votre forfait. D'accord. Il faut aussi savoir... Pardon, Gilles ? Comme avec l'iPad, mais exactement, ça pose vraiment un problème, c'est que les opérateurs ont communiqué sur des abonnements multi-SIM dont le prix est compris, l'utilisation est comprise dans le prix du forfait. Or là, on a un surcoût de 3 ou 5 euros, je ne sais plus. On est typiquement 5. On est typiquement dans une problématique Apple qui considère qu'il arrive avec une solution extra pour faire vendre du forfait premium aux opérateurs. Donc, il réclame sa soulte, il réclame sa part du gâteau aux opérateurs qui, en réponse, le répercutent sur le possesseur de la montre et l'acheteur du forfait. Et vraisemblablement, cette non-disponibilité chez les autres opérateurs de l'abonnement, la possibilité d'utiliser cet Apple Watch cellulaire, c'est la répartition, le montant du prix que Apple cherche à facturer aux opérateurs. Ouais. Tu fais bien de parler de l'iPad et de multisim, Gilles. C'est un troisième problème que je voulais pointer. Multi, chez Orange et chez la plupart des opérateurs, en fait, ça veut dire 2. Donc, si on a un iPad et un iPhone, on a utilisé les 2 appareils autorisés, l'Apple Watch ne peut pas rentrer dans ce forfait. Si on ajoute une Apple Watch, il faut accepter de ne plus utiliser son iPad. Un casse-tête. Ouais. Alors juste François, avant que tu réagisses, on va juste vos réactions sur Twitter avec le hashtag iWeekTV, parce que si vous êtes avec nous en ce mercredi soir, il est 20h14, on est en direct, profitez-en, iWeekTV pour vos réactions et vos questions. Stoff nous dit, oui, ça la met mal pour Apple, effectivement. GG nous dit, incroyable ce bug sur la Watch, alors qu'elle n'est même pas en vente, ça refroidit. Stoff demandait s'il y a un impact sur la cote en bourse de l'action Apple. Oui. Elle a passé une mauvaise journée, l'action Apple. Oui, elle a passé une mauvaise journée. Ouais. Alors, pas seulement à cause de la Watch, parce que on va en parler après, la réaction autour de l'iPhone 10 n'est pas aussi bonne de l'iPhone 8 surtout. Que prévu. Et de l'iPhone 8 aussi. Mais là, en fait, l'iPhone 8 sera disponible demain. Et si vous avez essayé d'en commander un, vous vous êtes aperçu que,
et c'est très rare, les délais n'ont pas l'air si courts que ça. Il y en a en stock, ce qui fait dire à certains analystes que il n'a pas été très populaire pour sa première semaine. Voilà. On dit que la demande serait moins élevée que pour l'iPhone 7. Exactement. En même temps, il n'y a pas de confirmation. Non, mais ça permet de boursicoter. J'aime beaucoup, sans doute que le correcteur orthographique est passé par là, parce que Shinji nous dit il y a une buse chez Apple. Je pense qu'il a tapé il y a un bug chez Apple. Le correcteur a transformé bug en buse. Je suis assez d'accord avec le correcteur. C'est ça. Bon, Laurent nous dit vive la concurrence légale pour cette distribution de l'iWatch. Alors, Laurent, il faut que tu mettes à jour ton intitulé. C'est l'Apple Watch maintenant. L'iWatch, c'était il y a très très longtemps. C'était un nom de code. Voilà, continuez à nous envoyer vos messages. Pour terminer juste d'un mot, je me suis félicité de la gamme iPhone la semaine dernière et de sa richesse, et que justement on n'avait pas de compromis à faire, il y avait un modèle pour tout le monde. Pour l'Apple Watch, pour moi c'est un vrai problème, parce que donc, pour toutes les raisons énoncées, notamment je rajoute le fait qu'on ne peut pas voyager avec l'Apple Watch. C'est extraordinaire. Apple dit que l'Apple Watch est son outil le plus personnel. Si vous changez de pays, si vous voyagez, même en Europe, votre Apple Watch refusera la partie LTE de fonctionner. Bon, et donc, pour toutes ces raisons, moi, je ne veux pas acheter d'Apple Watch cellulaire, mais j'aime les montres en céramique ou en métal. Le modèle n'existe pas. Il fallait accepter d'avoir une montre cellulaire, entre guillemets, inutile, pour avoir les finitions premium. Je pense que c'est une occasion manquée de la part d'Apple. Ça m'avait échappé. Voilà. Je pensais que le céramique était dispo sur les deux modèles. Non, je m'en suis aperçu au moment de l'achat. D'accord, effectivement, je n'avais pas remarqué. Je voudrais aussi vous saluer sur Facebook Live, parce qu'il n'y a pas que Twitter dans la vie, vous êtes aussi sur Facebook. Donc, on va saluer Sébastien, qui nous dit, parce qu'on a commencé à diffuser un tout petit peu avant le générique, qui nous dit c'est quand même génial de voir la préparation. Alors, toute la préparation n'est pas forcément géniale à voir, notamment quand je l'ai fait sans l'air sous le bureau en régie. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir un petit accès en coulisses. Bonjour à Gérard Laposi. Bonjour, voilà. Et puis voilà, Sébastien qui est là. Sébastien très actif sur le chat Facebook. Sébastien qui est à Lyon, donc. Et qui nous dit à propos de la mise à jour iOS 11, on va y venir dans quelques minutes. Il faut s'y faire. Voilà, et qui te félicite pour tes explications, Jean-Christophe, sur l'Apple Watch. Merci beaucoup. Pour ceux qui voyagent, il y a un point, ou ceux qui sont aux États-Unis, il y a aussi des internautes et des fidèles d'iWeek aux US. T-Mobile, qui est quand même un réseau généralement toujours assez à la pointe, ils restreignent la Watch à la 3G ? Alors, plus maintenant. Mais là encore, ça a tenu 3 jours. Là encore, pour reprendre le mot de notre tweetos, il y a une buse chez T-Mobile parce que ils ont. Là, c'est pas un bug, c'est vraiment une buse. C'est vraiment une buse. Et je ne comprends pas comment justement cette entreprise. Moi, c'était mon opérateur à San Francisco, super innovante et extrêmement agressive. C'est le niel américain, John Ledger, a pu se prendre les pieds dans le tapis comme ça. Justement, ils ont limiter les débits de cette pauvre montre. Vous imaginez bien qu'on va pas regarder des vidéos en streaming sur la Watch, donc en plus on se demande à quoi ça sert. C'est vraiment juste des pas de 4K, tu veux dire voilà, la 4K sur l'Apple Watch, ça me paraît douteux. Mais donc c'est vraiment tendre le bâton pour se faire battre, de refuser la 4G à cette montre. Heureusement, ça n'a tenu que 2 jours. On se demande bien pourquoi. Bon. Ils ont eu très peur de la consommation de l'effet Apple. Tous les opérateurs connaissent bien le goût, j'aime pas dire l'appétence, ça me rappelle mes années de fac et le travail sur les rats de laboratoire. L'effet Apple, c'est plus d'utilisation, plus de consommation. Et donc ils ont eu peur que les gens se jettent sur l'utilisation de cette montre, cette fonction LTE, un petit peu, comme tu l'as souligné, Jean-Christophe, un petit peu à tort, quoi. Pour ce qui est il y a un tweetos qui parlait de concurrence entre les opérateurs. C'est bien au niveau d'Apple que ça coince et de l'argent qu'ils réclament aux opérateurs pour cette nouvelle fonctionnalité, comme ils l'ont fait à l'époque du lancement de l'iPhone. L'exclusivité était liée
au reversement de la part d'Orange, je crois qu'il était de l'ordre de 80% du prix du forfait des nouveaux arrivants sur l'iPhone. Je n'en suis pas certain. Il faut savoir que cette technologie eSIM, on voit bien l'aspect innovant à tout crin d'Apple. Personne n'utilise cette technologie, sauf Apple. Le fait d'avoir une SIM intégrée en RAM dans le téléphone, seul Apple fait ça. Je ne serais pas étonné que les opérateurs ne soient pas tous à la page et tous à même d'accueillir cette techno sur leur réseau. C'était le cas aussi pour SFR, mais qui n'en voulait pas également pour d'autres. Je parle de l'iPhone 1, du premier iPhone. Ils n'en voulaient pas. D'une part, leur réseau n'était pas entièrement compatible. Le réseau 2,5G n'était pas entièrement compatible avec l'iPhone. Et ensuite, ils étaient concurrents sur la musique avec la co-entreprise je crois que c'était Vodafone et de Vivendi. Je voulais dire autre chose et j'ai oublié. On va faire tourner un peu la parole. Écoute, Gilles, t'inquiète pas, on a quelques moyens de rebondir avec nos amis sur Twitter, avec le hashtag iWeekTV. Je voudrais d'abord saluer encore un de ceux qui nous regardent via Facebook Live, c'est Cédric Couder, qu'on salue, peut-être un nouveau dans l'émission, donc bienvenue Cédric, welcome dans l'équipe. Frédéric Tesson sur Twitter avec le hashtag iWeekTV nous dit effectivement qu'Orange c'est 6 mois gratuits pour la Watch, il me semble, en tout cas c'est ce qu'il... Oui. C'est ce que je voulais dire, c'est bien 6 mois. Hein, c'est ça. Et puis JJTR nous dit quand Free aura l'Apple Watch 3, ça va être gratuit et tout le monde va faire pareil comme d'hab. Voilà. Mais on captera pas. Voilà. Donc il y a 6 mois difficiles à passer, quoi. C'est ça ? Sans doute. Voilà. Est-ce que François, tu veux réagir à cette petite polémique sur l'Apple Watch 3, à la fois sur sa distribution restreinte et sur le bug ? Je pense qu'on a à peu près fait le tour, mais c'est vrai qu'à lire les articles, il y a quand même un élément qui ressort des premiers tests, c'est la très très faible autonomie quand on utilise l'Apple Watch en communication LTE. Je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vrai qu'on s'imagine bien aller faire une séance de, de vélo juste avec l'Apple Watch ou de course. Et si on ne peut pas tenir 3-4 heures uniquement avec l'Apple Watch, je trouve ça un peu dommage. Donc visiblement, il y a des progrès à faire de ce point de vue-là. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, parce on aura pu tester l'Apple Watch sans cellulaire, parce que ce que je trouve très dommage dans l'affaire, c'est que le souci cellulaire occulte toutes les avancées de l'Apple Watch. Le fait qu'elle soit enfin rapide, le fait que Siri fonctionne et réponde, le fait qu'elle soit toujours étanche pour un possesseur de série 0 comme moi, c'est très utile. Voilà, ce genre de choses. Donc j'espère qu'on pourra y revenir brièvement la semaine prochaine. Et qu'elle tienne quand même plus longtemps, a priori, en utilisation normale. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que le fait, pour rebondir sur ce que disait Jean-Christophe sur les disponibilités, le positionnement un peu bizarre de la gamme, ils ont supprimé l'Apple Watch 2 de la gamme, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une configuration un peu en deçà et on est obligé de choisir entre soit des configurations qui n'existent pas, soit des choses un peu plus onéreuses. Enfin, qui n'existe pas, c'est-à-dire parce que la série 1 est toujours dispo. Oui, hein. Oui, la série 1 est toujours dispo, ça. Mais elle n'est pas... C'est curieux quand même. Elle n'a pas les fonctionnalités de la 2 qui était un vrai progrès, quoi. Bah, rien que pour l'étanchéité, il n'y a pas le photo. GPS. Ça n'a aucun sens d'acheter une Apple Watch 1 aujourd'hui. Sauf à vouloir prendre de l'entrée de gamme, pas cher. Mais elle est même pas... L'écart est pas énorme. Voilà, hein. elle est même pas chère. Ouais, c'est ça. Elle est à 249. Il doit y avoir une centaine d'euros. Hein. Ouais. Il y a 100 euros d'écart entre la 2 et la première, entre la 0 et la première 3. Bon. Ouais. C'est une question de seuil psychologique, je pense, mais il n'y a pas de... Ouais. On peut faire un parallèle avec la gamme d'iPhone, la même chose, quoi. Avoir regardé le 7, le 6, le 7, enfin le 6S, le 7, etc. À chaque fois, il y a 100 euros d'écart. Donc, je pense que voilà, l'idée, c'est d'avoir une entrée de gamme à moins de 250 euros et puis d'essayer de toucher des gens avec ça, quoi. D'autant que les premières gammes, les entrées de gamme d'iPhone ont longtemps été peu intéressantes avec la mémoire contrainte qui était dedans. Il y avait
quelque chose comme 8 gigas. Enfin, c'était 8 gigas. Vraiment. Alors, pas mal de messages hein, sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Apparemment, vous avez envie de parler de l'iPhone, donc vous inquiétez pas, ça va venir. On y arrive. On va parler à la fois du 10 et du 8 qui sera dispo donc demain. Vous nous dites, c'est Shinji qui nous dit la eSIM, donc la carte virtuelle, la carte SIM virtuelle, c'est bien, oui. On gagne de la place, mais si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. L'expérience utilisateur, zéro. Mash Tuach nous dit la Huawei Watch 2 a une version 4G. Donc Apple n'est pas tout seul sur ce créneau-là. Joël nous dit bonsoir. Bah, Joël, bonsoir, t'es un peu en retard, mais c'est pas grave, on te pardonne. C'est super d'être là. Et puis Mohamed nous dit salut tout le monde. Et personnellement, je trouve la série 2, voire la première, largement suffisante. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Non. Je pense qu'il faut pas prendre la série 1 maintenant qu'on a le choix et qu'on peut avoir une montre étanche et qui est quand même beaucoup plus rapide avec la série 3 a priori. Tout à fait. C'est comme l'iPad 2. Un mot sur la disponibilité de l'iPhone 8. Attends, on est bien. Gilles, tu as un garnement, Gilles. Parce que, l'iPhone, c'est la deuxième partie de l'émission. Et la deuxième partie de l'émission, elle vient après la chronique de François. Chronique qu'on a appelée iStory. François, tu peux peut-être nous redire quel est le pitch de ta chronique ? Alors l'idée c'est de raconter un petit peu l'histoire d'Apple. Alors ça pourrait être des nouveaux appareils, des Mac, de l'iPhone, de l'iPad. On va essayer de remonter assez loin. Il y a 15 jours, on a eu l'occasion d'échanger ensemble sur l'iMac Tournesol. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu et de parler d'une campagne de publicité d'Apple. Donc ce que tu peux faire, c'est peut-être lancer la première pub que je t'ai envoyée cet après-midi. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire ? On va la regarder ensemble et on en parle après, ok ? Ça roule. Ça devrait vous rappeler des souvenirs. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'étais installé à mon bureau, quelqu'un est passé, il s'est bêtement pris le pied dans mon câble d'alimentation et je me suis fracassé sur le sol. Bim ! Tu sais, les MacBooks sont livrés avec un câble qui se branche magnétiquement. Donc quand on tire dessus, ça fait... Et puis ça se détache tout seul. Et tout a été pensé comme ça, comme la petite webcam EyeSight intégrée. Je vois ma vie défiler devant mes yeux. Ok. Je vois un coucher de soleil sur un superbe champ de blé. Ce serait pas plutôt ton fond d'écran ? Ouais. On s'y était attaché à ces deux personnages, François. Ils ont marqué l'histoire d'Apple. Ouais, alors en fait, on va faire un petit retour en arrière pour les récents fans d'Apple. Donc la campagne a été lancée en 2006. 2006, si j'en parle à mes chers collègues, 2006, ça vous évoque quoi dans le milieu Apple ? Le basculement chez Intel. Effectivement, en fait, Intel. Vous avez triché tous les deux ou Oh non, c'est énorme. C'est un tremblement de terre. Ça venait juste après le G5 qui avait lui-même déjà été un tremblement de terre, puisque le PowerPC était fabriqué par IBM, l'adversaire absolu. Gilles, c'est François qui fait sa chronique. Attends, laisse-le continuer. Vas-y, François. On a mangé 2 fois notre chapeau. Vas-y, François. On t'interrompt. Moi, j'aime bien le but, c'est qu'il y ait de l'interaction. Tu prends un risque. En posant une question ouverte avec potentiellement Jules qui répond, tu prends un gros risque. J'aime le danger. Donc, en fait, Steve Jobs présente les premiers iMac et MacBook Pro Intel en janvier 2006 à la keynote. Enfin, c'était une keynote dans le cadre de l'Apple Macworld, excusez-moi. Et donc du coup, Steve Jobs demande à l'agence de publicité habituelle avec laquelle il bosse, je vais le prononcer, j'ai un accent anglais qui est très très mauvais, donc TBWA Chat Day, et il leur demande de réaliser une première pub pour le Mac. Donc la dernière pub pour le Mac, ça date des années 2002 avec la campagne Switch. Donc Apple demande à cette agence de publicité très connue avec laquelle Apple travaille beaucoup, de monter une campagne de pub. Alors ça demandera quand même 6 mois. On connaît tous Steve Jobs, qui est assez compliqué. Et donc, au bout d'un moment, il leur propose ce concept. Donc, le pitch, il est simple, on le connaît tous. Enfin, il y en a peut-être parmi les tweetos qui n'ont jamais vu ces pubs-là, mais je pense que la plupart la connaissent. Donc, on a 2 personnages. On a un jeune plutôt cool, sympa, avec un survêt, etc., qui représente le Mac. Et puis, on a une personne un peu plus âgée, un peu austère, qui représente un peu l'image qu'on se fait du businessman de l'époque. Tu peux passer la deuxième éventuellement, si tu veux, comme ça... on rebondira dessus. On va faire ça, on va regarder tout de suite la deuxième pub, puisque c'était une pub de l'époque. Donc on est en quelle année, rappelle-nous, François ? Alors,
mai 2006, le lancement de la première publicité. Allez, on y va. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Et je me sens dépassé. Les PC ont des virus, on ne peut pas en faire autant à peine sorti du Je sais carton. pas pourquoi t'es aussi dur avec toi-même, je comprends pas. Mac, essayez de nous dire quelque chose de positif à propos de PC. Ok, facile. PC est un champion avec les chiffres et tu t'habilles comme un gentleman. PC? Eh bien, Mac, je reconnais que tu es légèrement meilleur pour les trucs créatifs, Merci. même si c'est totalement puéril et une pure perte de temps. On devrait peut-être se voir 2 fois par semaine. Oui, La c'est un bon petite conseil, excellente, effectivement. quoi. Donc il y a eu quand même fabuleuse. Il y a eu quand même 323 publicités qui ont été préparées. Il y en a seulement 60 qui ont été diffusées. Donc nous, en France, on a vu la version qui passait aux États-Unis, donc avec un doublage français. Alors il y a un des deux personnages. Est-ce que vous savez qui fait le doublage? Un personnage très connu de série télé. Non, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Ah. J'allais dire une réflexion, mais ça va être un peu méchant. Vous allez mal le prendre. C'est pas votre génération. Va savoir. Je te demande pas ton âge. Hein. Ouais. Non, mais c'est une blague. La série Friends, c'est. Je sais pas. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Benjamin. Je ne sais pas. C'est la série Friends, donc le personnage de Chandler, la voix française de Chandler, qui fait la voix du PC. Ah oui. Donc il y a eu des versions qui ont été faites aussi, 2 versions adaptées donc en Grande-Bretagne et au Japon, donc des versions locales. La campagne s'est arrêtée en 2010. Après quand même 60 diffusions, elle a été diffusée sur Internet et en version télé. Donc nous, on l'a plus vue sur Internet. Il y en a une bonne partie qui a été traduite en française, mais pas la totalité. Et c'est vrai que les thématiques étaient plutôt marrantes. Le problème des virus. En plus, à l'époque, on était en plein Windows Vista et tout le monde se souvient que Windows Vista était une jolie machine qui ne marchait pas du tout. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour, de vous replonger là-dedans. Éventuellement, je pourrais mettre un lien sur Twitter. Il y a une compile des 20 publicités françaises et je trouve ça. Carrément, vas-y. C'est une époque Mais elles étaient vraiment marrantes et moi j'ai pris plaisir à préparer l'émission, à en regarder pas mal comme ça. Donc je mettrai ça sur Twitter tout à l'heure. Si je peux faire mon snob, essayer de les voir en VO, c'est quand même beaucoup plus agréable aux oreilles. C'est vrai. Si vous comprenez l'anglais, si vous maîtrisez l'anglais... C'est du vocabulaire vraiment relativement simple. Et Justin Long et John Hodgman sont vraiment savoureux dans leur propre langue. On a retrouvé l'un des acteurs dans Pirates of Silicon Valley ou pas du tout? Non. Le jeune, enfin le sympa, quoi. Le Mac. Non. Pas. Non, je crois pas. Bon, j'ai dit une bêtise, c'est pas grave. Hodgman, PC a une vraie carrière de stand-upper et de série télé. Il a joué dans une série télé l'an dernier qui s'appelle Blind Spot, pour ceux qui connaissent. Ouais. Justin Long a eu une petite carrière cinématographique et depuis plus grand-chose. Bon. Il a tourné dans quelques films quand même, Die Hard par exemple. Il y a eu quelques films il y a quelques années. Il y a une ou deux versions pour la spéciale pour la conférence des développeurs qui étaient assez savoureuses aussi. Ok. On doit les trouver sur Internet. Bon, écoute, on est preneur de ton lien en tout cas, parce qu'on se régalerait bien de les revoir. Je mettrai la VF et la version originale. Bon, super. Eh vas-y. On voit le lien, on ira juste après l'émission. Merci François. On va passer au deuxième gros sujet de la semaine. C'est évidemment à la fois le retour sur l'iPhone X qui a été dévoilé lors de la keynote du 12 septembre, et puis sur l'iPhone 8 qui sort demain. Vous êtes apparemment assez intéressé par l'iPhone 8 parce qu'il arrive demain. Vendredi qui sort, c'est pas demain. Il sort pas demain? J'ai dit une bêtise? C'est vendredi. Je crois. Vendredi, le 20. Ah oui, c'est vendredi, c'est vrai, tu as raison. Bon, dans 3h30, ce sera demain, mais pour l'instant, c'est après-demain, tu as raison. Donc l'iPhone 8, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est attendu comme l'a été l'iPhone 7, ou est-ce que l'attention, malgré les critiques, certaines critiques se reportent sur l'iPhone 10? Comment vous le ressentez, Jean-Christophe? Je sais pas si... Enfin, pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, essayez de vous rappeler comment on était lors de la keynote, lors de la présentation de l'iPhone 8. Moi, je l'ai à peine regardé, parce qu'on attendait tous le vrai nouvel iPhone. Et je crois que Apple a un vrai problème à partir de vendredi et dans les semaines à venir. C'est de savoir si le ventre mou auquel on s'attend tous va avoir lieu
et perdurer ou non. Alors, je vais paraphraser Guillaume Jette, qui n'est pas avec nous ce soir, qui aurait pu nous redire que c'est un faux problème, parce que Apple vendra des iPhones plus chers, donc finalement, le pari sera réussi. Mais est-ce qu'il risque pas de se retrouver sur les bras avec des stocks d'iPhone 8 qui seront pas vendus, quoi? Je vais... Vas-y, Gilles. Je vais vous répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est que... fais un peu différent quand même. Pardon ? Fais un peu différent quand même. Non, pourquoi ? Non, c'était une blague, Gilles. Pardon, j'ai pas compris. Vas-y, on J'étais t'écoute. concentré sur mon argumentation. Apple s'est déjà retrouvé dans ce cas de figure quand il a lancé le 5C, l'iPhone 5C, avant l'iPhone 5S, qui faisait... Il n'y a pas eu beaucoup d'écart, hein, ils ont été annoncés en même temps, hein, non ? Ils ont été annoncés en même temps, mais la disponibilité des iPhones en plastoc, qui était considérée comme dénigrée par tout le monde, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était des machines qui étaient extra, les opérateurs ont gardé des stocks très très longtemps, parce que tout le monde attendait l'iPhone 5S, et que une fois que l'engouement est passé et que tout le monde s'est bien calmé, que les gens qui devaient se précipiter, qui avaient les moyens d'acheter l'iPhone 5S, à acheter, les autres sont revenus à l'iPhone 5C qui était disponible, et c'était des iPhones qui étaient tout à fait utilisables, et il a fait une très très belle carrière dans un second temps. Mais ils se sont tirés une balle dans le pied avec ce lancement décalé et la disponibilité décalée du modèle le plus désirable. Et je crois qu'ils ont reproduit la même chose avec l'iPhone 10 et l'iPhone 8. Pour moi, il y a un gouffre entre pour moi, le 5C et le 5S, c'était quand même pas... On peut dire qu'ils étaient relativement cousins, relativement proches. Là, entre la 8 et la 10, c'est ça. Entre le 5C et le 5S, c'était le design, mais la taille d'écran était la même, et le Touch ID, le lecteur d'empreintes. C'est tout. Il y avait l'appareil photo aussi. Oui. Et le form factor. Je ne veux pas dire qu'il est la même, que la différence est la même. Je dis que c'est le même effet qui va être démultiplié, d'autant que, alors on va reparler de l'iPhone 10. Ensuite, je crois qu'il arrive à un moment très très particulier et qu'il faut le comparer au Spartacus dans l'histoire d'Apple. Peut-être tu pourras en parler un jour, François. On est dans un moment particulier de l'histoire d'Apple, et ils ont voulu faire une proof of concept, un modèle, je ne me souviens plus du nom qu'on utilise Ouais, c'est ça, un POC, c'est ça, oui. On dit un POC. Ouais. Proof of concept. Ouais, c'est ça. Au niveau du marché automobile. Moi, ce que je comprends pas, j'ai du mal à me dire que c'est pas une grosse erreur d'avoir annoncé les deux en même temps, en fait. Il aurait fallu, je pense, laisser l'iPhone 8 vivre sa vie, et dans 5 mois, peut-être, proposer le 10, non ? On peut se demander, on spécule là, mais si les fameuses fuites sont pas responsables de l'annonce simultanée. Parce qu'en effet, si on ajoute à ça le fait que les mêmes fuites disent que l'iPhone 10 est difficile à produire et qu'il sera disponible en petite quantité, est-ce qu'on peut pas se dire qu'en effet, Apple aurait pu se payer un special event en janvier 2018, c'est ça. Donc pour les 10 ans révolus de l'iPhone, et dire voilà l'iPhone 10. Mais c'était pas possible parce que on savait, enfin les gens que ça intéresse, savaient que l'iPhone 10, tout en vert, sans bouton, allait arriver. Et je pense qu'Apple devait proposer les deux. Après, en même temps, on avait tellement d'infos qu'ils auraient aussi pu attendre encore 3 mois. Hein. Après, on a Joël qui nous dit le 8 Plus 256 Go me plaît bien. Et je pense que Joël a raison, c'est un très bon téléphone. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense quand même que l'iPhone 10 a pris très cher à cause de son prix. Hein, quand on regardait la presse le lendemain, alors certes, il y avait une pleine page dans le Parisien, mais c'était quand même l'iPhone qui coûte le même, dont le prix équivaut au SMIC.
Au SMIC, oui. C'est le téléphone de riche, hein, clairement. Bien sûr. C'est pas, c'est pas très bon, hein, comme comparaison. Non. Il aurait dû sortir. Vous avez raison, il aurait dû sortir avant. Sortir plus tard, en décalé un peu comme l'iPhone SE, dont il équipe la place symétrique un tout petit peu à l'extérieur sur le haut de gamme par rapport au SE qui est dans l'entrée de gamme par rapport au cœur, au noyau dur de la gamme. François. En même temps, je pense que peu importe ce que fait Apple, de toute façon, on trouvera, ou il y en aura toujours qui trouveront à redire. Ils auraient sorti l'iPhone 10 au mois de janvier. Tous les gens, comme certains d'entre nous qui auraient acheté l'iPhone 8 2 mois avant, diraient « Oh, c'est une honte, Apple, ils sortent un nouveau modèle 4 mois après, mon iPhone que j'ai payé 1000 ou 1200 € est dépassé, etc. » Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, quoi. Très bonne remarque. C'est très vrai. Moi, j'étais très fâché de la sortie de l'iPhone 7 Red. Que je trouvais très joli et que j'avais aucune justification, aucune raison d'acheter 6 mois après mon iPhone 7. Alors juste un petit tour par Twitter. Shinji nous dit l'iPhone 10 fait beaucoup d'ombre au 8. Et Laurent ajoute, on attend tous le test de l'iPhone 8 et du 10 par rapport à la concurrence. Et je crois que sauf les journalistes qui étaient... à l'Apple Park la semaine dernière, personne ne l'a eu en test encore. Hein. Donc il n'y a pas encore de tests qui ont été publiés. Et pour illustrer le problème, on a Dardar Motus, fidèle parmi les fidèles, qui nous dit « Je fais l'impasse cette année, je garde mon 7 Plus ». Alors je me permets de dire à Dardar Motus qu'il a peut-être tort, parce que un des avantages, notre ami d'Andromag n'est pas là ce soir, mais d'Apple, Mathieu, par rapport à la concurrence, c'est que l'iPhone se revend très bien d'une année sur l'autre. Je viens de revendre mon 7 Plus et j'en ai tiré un très bon prix, juste à comparer avec le fait tu l'as revendu alors je peux le dire à l'antenne, je suis passé par une société spécialisée et je l'ai revendu 620 €. Tu l'avais acheté combien ? Je l'avais acheté, alors aux États-Unis c'est un peu moins cher, mais je crois que je l'avais acheté quelque chose comme 900. Donc une décote de 300 € et ça me couvre la moitié de mon futur téléphone de riche, ça me va très bien. Parce que toi tu attends l'iPhone 10. Moi j'attends le 10. Et juste pour finir sur la question du prix, le Samsung 8, on est à 8 maintenant, vient encore de subir une baisse de prix pour la deuxième fois de suite. Bah oui. 550 €. Voilà. Donc il faut aussi se dire ça, c'est que les iPhones sont chers, mais gardent leur prix et peuvent se revendre très facilement. Alors je sais pas vous, on est un peu identifiés comme des spécialistes Apple, donc en général après une keynote, tu as déjà ton iPhone 10. Je suis un peu bombardé, alors pas tellement, mais je suis plutôt bombardé de questions sur dis-moi, je dois changer de téléphone, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Et j'ai eu beaucoup de questions autour du 8 depuis la semaine dernière. Le 10, tout le monde sait qu'il arrivera que dans 2-3 mois et peut-être plus. Beaucoup de questions autour du 8, comme si le fait qu'un 10 sorte posait un doute, créait un doute autour de la qualité du 8. Est-ce que c'est pas un sous-iPhone ? Alors que le 8, il est quand même mieux que le 7. Oui. C'est le syndrome de la copine moche, en fait. Oui, c'est ça. C'est joli ce que tu nous dis, Gilles. Explique-nous le syndrome de la copine moche. Quand tu as une très très jolie fille, celles qui sont aussi jolies mais moins brillantes sont un tout petit peu dévalorisées par rapport aux gars de bureau qui ont tendance à virevolter autour de la pin-up, quoi. C'est ça. Donc le 10 c'est une pin-up. Non. Le 10 c'est une pin-up. Le 10 et le 8 c'est la copine moche. C'est ça. Ça restera la phrase de la soirée. C'est bon, le syndrome de la copine moche pour l'iPhone 8, j'aime beaucoup. Mais cela dit, pour rester sur des critères objectifs, on l'a pas encore eu en main, on aura l'occasion de vous en reparler, mais quand tu lis, je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait, mais les tests de la presse américaine, le 8, si on avait un 5, voire même un 6, c'est un téléphone tout à fait honorable. Si on change de téléphone tous les ans, comme la plupart d'entre nous, il n'y a pas grand-chose. Le dos en verre, c'est plus joli, mais c'est plus fragile. La recharge sans fil, c'est pas vraiment utile, c'est lent, et ça recharge... ça met plus de temps à charger, donc c'est pas forcément, bien pour la nuit, quoi. Forcément utile. Le mode portrait,
Enfin, les nouvelles fonctions de projecteur, encore une fois, nous on l'a pas eu en main, mais ce qu'en disent les articles, c'est que c'est pas si bien que ça et que ça peut se faire très bien avec une app spécifique. La réalité augmentée, c'est une fonction d'iOS 11, c'est pas une fonction des nouveaux iPhones. Et les processeurs apparemment ne jouent pas. On peut faire aussi bien sur son iPhone 7. Donc c'est compliqué. Voilà. Vous savez quoi, je pense qu'on l'aura sur le plateau la semaine prochaine. J'espère en tout cas. Petit message subliminal à Apple. À nos amis. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore de nouvelles, mais j'espère que ça va arriver. Et voilà, si vous en achetez un à partir de vendredi, donc, envoyez-nous des petits tweets, comme ça on les mettra de côté, et on fera une petite synthèse la semaine prochaine. On va passer à la troisième et dernière partie de l'émission, mais avant ça, on va se tourner vers Gilles, parce que Gilles, lui aussi, nous propose à chaque émission une chronique. Gilles, toi, tu te concentres sur les idées folles d'Apple qui parfois laissent une trace sous forme de brevet. Ça s'appelle Connecting the Dots, c'est ça ? C'est ça, ça faisait référence à la petite phrase qui avait beaucoup marqué de la conférence de Steve Jobs à l'université de Stanford, quand il s'était adressé aux étudiants. Oui. Ça avait beaucoup marqué, et il avait parlé des parcours parfois un peu erratiques, qui semblait ne pas avoir de cohérence, qui était le sien en particulier, et que de ne pas s'inquiéter que, quoi qu'on fasse, on arriverait toujours à connecter les points et d'en faire une figure et donner une cohérence à ce qui, d'un premier abord, ne pouvait ne pas en avoir forcément, quoi. On fait attention parce que tu as déjà utilisé 45 secondes, donc... Oui, donc... Non, je plaisante, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Gilles ? C'est le rédac chef, la semaine dernière, avait trouvé la chronique un peu écrite. Moi ? Et donc, oui, le reproche oui, c'est vrai. Et donc, tu m'avais demandé de raconter une histoire. Raison pour laquelle, à la place, j'ai posé une devinette. Ah, très bien. Benjamin va proposer une image qui est issue du brevet numéro D 797,150, je suis désolé, qui a été déposé le 22 septembre. Tu veux qu'on la voie ? Oui, s'il te plaît. Le 22 septembre 2016. Waouh. Et publié le 12 septembre dernier. Donc, c'est pas très compliqué. C'est l'Apple Watch. C'est l'Apple Watch, vraisemblablement. C'est le modèle de série 2 qui a disparu cette année, et pas le modèle Louboutin, parce qu'il n'y a pas question de semelle rouge sur la couronne. Ouais. Alors bon, je rigole, mais... Mais attends, Gilles, attends. L'Apple Watch, elle avait déjà été annoncée. C'est l'étanchéité, alors, peut-être ? Oui, non, c'est le design. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce brevet ? Sur ce brevet, pas grand-chose. Il est juste en trois brevets différents. Tu veux que je passe l'image suivante ? Oui, s'il te plaît. Tu me dis, moi je suis à ta disposition, Gilles. Vas-y, et on a trois brevets différents, avec un seul brevet, rien que pour la couronne, la fameuse couronne royale, qui permet, c'est comment on appelle ça, le remontoir du monde précédent. Donc on a ce carré qui a été un carré de métal qui a été bien décrit, et il s'agit uniquement des textures, des courbes, et il ne s'agit même pas de la recharge, qui fait l'objet de 2 ou 3 brevets différents, où c'est la recharge sans fil est décrite de façon séparée. Alors, un dernier mot pour dire que... Oui. Ouais. Mais du coup, ce brevet, il porte sur quoi, Gilles ? Il porte uniquement sur le design de la montre. Mais la montre, elle était déjà sortie ? Elle est déjà sortie, mais il faut la protéger. Sinon, tu vas avoir tout un tas de... Oui, mais ils ne l'ont pas breveté après la sortie publique. Tu es sûr de ton année ?
Oui, c'est pour ça que je parle de la seconde. De la seconde. Mais elle n'a pas changé. Parce que là, quand même, Gilles, Oui. tout est un peu en filigrane, mais le cadre du cadran a l'air de... Il y a les deux micros. Gilles a raison. Sur celle de droite, Ouais, on a le double micro qu'on n'a pas sur la une. d'accord. Donc en effet, C'est il fallait breveter le le fait d'avoir, tu vois, les deux petites deux encoches micros. Ouais. Ou ça... sous le logo Watch quand tu zoomes. Sous le Go Watch, oui. D'accord. Voilà. Donc au dos, Donc, oui. en Et bas. ils l'ont présentée juste avant qu'elle soit présentée publiquement, de manière à ce qu'il soit couvert. Donc tu veux dire que si on avait regardé attentivement, on aurait pu déduire... Un deuxième micro. Eh ouais, c'est ça? Un deuxième micro, oui, mais c'est pas très grave, tout le monde commence. Moi, le premier dans cet exercice. Ah bah c'est Je voulais parfait. juste dire un dernier mot pour dire que c'est vraisemblablement l'un des derniers objets majeurs qui ont été co-signés par Daniel Koester, qui était un des piliers, on s'en souvient, de l'Apple Industrial Design Group, et que Koester qui a été recruté en avril dernier par GoPro pour essayer de remonter un peu, relever le défi le pionnier de la caméra de sport qui souffre du manque d'innovation et de la copie. Tout le monde s'est mis à faire de la caméra d'action. Chinoise. Y compris même Sony ou Nikon, hein, d'ailleurs. Toutes les grandes. Gilles, est-ce que... Oui, Jean-Christophe. Non, François avait une question ou un commentaire. Non, mais effectivement, c'est intéressant, je trouve, de voir le brevet et puis de voir l'anticipation aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'éléments ou de fuites. À une époque, les fuites, elles venaient aussi par les brevets qui étaient balancés dans la nature. Maintenant, il n'y a même plus besoin parce que Apple s'occupe lui-même de balancer les infos avant. Donc, il n'y a même plus besoin de scruter les brevets. Ok, Gilles. Bah écoute, merci pour ce regard aiguisé sur un brevet qui nous disait qui nous donnait quelques éléments avant la sortie d'un nouveau modèle d'Apple Watch. Oui, non, c'est il n'a été publié que le 19 et le 12 septembre dernier. Il a été présenté à l'Office américain des brevets, mais il n'a pas été publié. Attends, dernier, tu veux dire il y a un an? En 2016. Donc il y a un an. Parce que là, on est le 20. Donc, Donc le 12 septembre dernier, non, c'était le 12 septembre 2016, il y a un an. Non, le 12 septembre dernier, là. Il a été publié En par quelle année? l'Office américain. En 2017. Ah non, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Ah bon, c'est pas 2016 alors? Mais non, il y a deux Mais non, choses. tu nous embrouilles là, Gilles. Mais non, Benjamin, tu ne suis pas. Tu arrives Attends, avec ils ont une publié beauté. la semaine dernière le brevet de l'Apple Watch 2? Oui, l'Office américain le publie, le rend public en disant il est accepté. Par contre, Apple l'a présenté le 22 septembre 2016. Il a donné. Donc ça prend un an. sous Donc pli il y a eu un cacheté. an. Donc il y a eu un an d'écart entre l'annonce Voilà. et L'annonce, la validation dans du la brevet. présentation et la validation. Et donc l'année prochaine, on pourra se concentrer sur le brevet de la Watch LTE, qui pour le C'est coup, ça. alors que j'ai été extrêmement critique, est une prouesse technique parce que l'antenne dans le cadran, qui ne dépasse pas et qui ne prend pas le bracelet comme certaines montres Android, c'est un tour de force. Ouais. Alors les amis, vous savez quoi? Il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste 4 minutes pour parler d'iOS 11, donc ça va être super short. Alors dites-nous sur Twitter si vous l'avez déjà installé. Déjà parmi vous, est-ce que vous avez fait les mises à jour sur votre iPhone, iPad? Tout. Je l'ai- iPhone, iPad, Tout. Apple TV. Des problèmes? Non. Non. François, tu as fait les mises à jour, toi? Moi, je les avais fait déjà à l'époque de la bêta, donc ça fait 1 mois et demi sur l'iPad Pro et ça fait 2 mois sur l'iPhone. Ça tourne vraiment super bien, enfin, surtout sur l'iPad Pro, c'est vraiment une tuerie dessus. C'est vraiment agréable, ça donne une nouvelle vie à l'iPad. Le Ah oui. Giant Leap, comme disent les Américains. Gilles, tu t'es aventuré ou pas encore? Je l'ai fait tout à l'heure, juste avant l'émission. Ah. J'ai pas osé me jouer les casse-coups et l'Apple Watch n'a pas voulu encore me réclamer la mise à jour. Donc
j'attends. D'accord, tu es prudent. Alors, je ne sais pas si Eli s'est précipité ou si, comme il dit qu'il le fait, mais je ne le crois pas toujours, il attend 2-3 jours pour être sûr. C'est comme tout, je pense que ça dépend des produits. Moi, sur mon iPhone, qui est mon téléphone de tous les jours, j'ai attendu très longtemps, je l'ai mis il y a moins d'un mois. Sur les iPads, je l'avais fait beaucoup plus tôt. Et pour l'anecdote, je me suis retrouvé dans un taxi avec mon téléphone dont la couche tactile ne répondait plus. C'est bête, un iPhone moi, j'ai sans une très tactile mauvaise... quand on est loin de tout. Je retiens, François, que tu es un aventurier, c'est bien. Ouais, j'ai eu une très mauvaise surprise cet été. Un matin, je me suis réveillé, il y avait les 3/4 des icônes de mon iPhone qui avaient disparu. Donc il a fallu rentrer en contact avec le chat Apple, ils ont fini par m'envoyer une version corrigée qui n'était pas encore disponible pour le grand public. Bon, écoute, on va dire que tu l'avais cherché. En tout cas, là, c'est la version officielle disponible. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire la mise à jour? Est-ce qu'il y a des précautions? Sauvegarde. Oui, sauvegarde toujours. De son iPhone ou de son iPad avant de lancer la mise à jour. Comme ça, au pire, vous pouvez restaurer la version que vous venez de quitter. Sauf sur l'Apple Watch. Ne faites pas l'économie de cette sauvegarde qui prend pas très longtemps. C'est super important. Et n'oubliez pas que vos sauvegardes sont liées à l'OS que vous avez installé dessus. Quand j'ai voulu, donc je suis repassé à mon iPhone 6S en vendant le 7, quand j'ai voulu réinstaller ma sauvegarde, il m'a dit que non, la sauvegarde était iOS 11. Ah. Donc c'est une étape importante. Juste parce qu'il nous reste 1 minute, moi je voulais quand même vous donner ces liens, pardon. C'est pas tout ça que je voulais faire. Je voulais vous donner ces liens parce que les user guides, les guides utilisateurs en français sont disponibles pour l'iPhone sous iOS 11, l'iPad sous iOS 11 qui est un guide spécifique. Si j'arrive à vous le montrer, il y a aussi un guide. Oula, ça va vite, ça bouge. Pour l'Apple TV, alors vous les avez soit en version web, page web, soit en version iBooks, donc vous pouvez les télécharger, les imprimer, etc. Le guide de l'Apple Watch n'est disponible qu'au format iBooks pour l'instant, et donc voilà, ça, enfin, c'est une documentation officielle qui est super utile et pratique pour découvrir toutes les nouveautés. Je voulais qu'on dise un mot d'iTunes 12.7 qui ne supporte, enfin qui ne gère plus les apps iOS. Vous savez quoi, on en parlera la semaine prochaine parce que notre émission est terminée. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé. Gilles, salut, à très bientôt. À bientôt. Et merci pour ce brevet. Tu nous en trouveras un autre pour la prochaine fois? Je vais essayer. Ils en ont plus de 50 qui sont tombés hier. T'as le droit de repartir dans le passé parce qu'il y a eu des trucs fous aussi. Hein. Tu peux aussi t'intéresser au nom de domaine. Je te donne un tuyau de mon premier métier. Ah, très bien. Ah bah, on va vous laisser en contact. Là, il y a des choses à faire. Et une nouvelle story avec toi, François, très, très bientôt. Avec plaisir. Eh ben super, merci d'avoir été là. Je vous remercie aussi d'avoir été aussi nombreux à participer ce soir à iWeek via Twitter et via Facebook. Vous êtes encore très nombreux. Frédéric qui nous dit qu'iOS 11 a été installé sans souci. JJ pareil. Extraordinaire sur iPad Pro 12,9 dit-il. Aucun problème, dit Joël. Bref, pour l'instant, les retours sont assez unanimes. Allez-y. Et puis on attend la nouvelle version de macOS, High Sierra. Ce sera pour lundi prochain, donc le 25 septembre. Salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Dans un instant, un nouvel épisode du Garage avec Driss et Alex. Salut à tous. Bonne soirée à tous, à bientôt.